Bonjour, bienvenue sur le salon Medagri Online, le salon de l'agriculture méditerranéenne, et merci d'assister à notre conférence sur le projet alimentaire territorial à vocation sociale et solidaire du Vaucluse. L'accès à une alimentation de qualité pour les publics précaires, c'est le cœur de notre projet. Mais avant d'attaquer notre conférence, je cède la parole à Christian Mounier. Merci, bonjour à tous et bienvenue en Vaucluse pour ce beau salon de l'agriculture méditerranéenne, sur le beau salon professionnel. C'est parce que le département de Vaucluse est un acteur majeur et incontournable en termes de production agricole, notamment de fruits et légumes, que le département a souhaité, à l'automne dernier, présenter sa candidature dans le cadre d'un projet alimentaire territorial au niveau national. Nous avons, alors, projet territorial, à vocation sociale et éducative. Sociale parce que c'est dans l'ADN de notre département, puisque le social représente plus de la moitié du budget du département et que nous avons un public en grande difficulté. Nous sommes le 6 ou 7e département le plus pauvre de France et donc on a une problématique sociale importante. Et éducative parce qu'il nous a semblé indispensable et primordial de pouvoir justement éduquer ce public qui est en difficulté, parce qu'il ne suffit pas de l'aider, mais je pense qu'il faut l'accompagner. C'est en tout cas ce qui a été retenu par le département et ses services. Il faut accompagner ces personnes, les éduquer, les apprendre à cuisiner, peut-être différemment, en ayant la faculté et la chance d'avoir des produits frais et locaux directement sur des marchés et faire en sorte qu'on puisse éviter d'acheter des plats cuisinés et des plats tout prêts. Donc voilà, cette éducation était indispensable dans le cadre de ce projet alimentaire territorial. Et le département a été retenu en juillet dernier au niveau national et a été déclaré lauréat de ce programme alimentaire et territorial. En termes de compétences au niveau de ce département, nous ciblons donc, dans le cadre de cette problématique sociale, un public précaire, donc en difficulté, mais aussi un public jeune, puisque une des compétences de notre département, ce sont les collèges, et donc toute cette jeunesse qui est la cible donc, de ce PAT au niveau de cette problématique alimentaire, cible particulièrement les jeunes. Et bien sûr, déjà, au niveau des collèges, nous avons engagé pas une recherche, mais en tout cas des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ce qui a été mis en place porte déjà ses fruits. On sent très bien déjà les jeunes qui sont particulièrement sensibilisés. Mais pour cela aussi, il faut qu'on puisse intégrer et intéresser le monde agricole. Et donc, on fait bien entendu la part belle à nos producteurs, à nos agriculteurs, afin qu'ils puissent valoriser leurs produits, qu'on puisse faire profiter à nos jeunes et au public en difficulté de la chance qu'on peut avoir sur le département d'avoir une très grande quantité de filières en termes de production, parce que, mis à part les produits de la mer, on a tout ce qu'on peut trouver de bon et de beau sur le département de Vaucluse. Donc, mieux valoriser les productions pour avoir des débouchés qui permettront justement d'accompagner ces publics. On peut les avoir de deux façons, soit par des dons, qui permettent aux agriculteurs de trouver une finalité en termes de crédit d'impôt. Ça ne fait pas partie, alors aujourd'hui, des habitudes du monde agricole, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et là, mes collègues, dans quelques instants, vont le décliner mieux que moi. Mais aussi, l'idée qu'on se fait de pouvoir avoir des débouchés qui permettront justement de satisfaire ces publics sera de faire en sorte de aussi valoriser des productions qu'on appelle parfois les gueules cassées, qui sont des produits qui sont aussi bons mais un peu moins beaux et qui souvent sont un peu la plaie des agriculteurs pour les valoriser, pour les vendre à un prix qui est rémunérateur. Donc ça fait partie de cette réflexion que l'on a pour, encore une fois, valoriser l'image du monde agricole. Valoriser l'image du monde agricole, c'est aussi faire en sorte que nos administrés se rendent compte, et on vient de le voir à l'occasion de cette problématique sanitaire, qu'ils sont en première ligne justement pour assurer une autonomie alimentaire
et que si on n'avait pas eu cette possibilité d'avoir des circuits courts, d'avoir des agriculteurs qui se sont mobilisés lorsqu'on n'avait plus la possibilité d'avoir les marchés, puisque les marchés étaient interdits, heureusement qu'on a eu nos agriculteurs qui se sont organisés, qui ont pu montrer à quel point ils étaient indispensables et à quel point l'autonomie de notre agriculture est dépendante. Et puis, on a aussi un gros problème. Alors aujourd'hui, dans le milieu agricole, c'est parce que souvent, nos agriculteurs sont considérés comme des pollueurs, puisqu'on parle souvent de cet agribashing qui les montre du doigt et d'une façon souvent très négative, parce qu'au lieu de montrer, de parler des efforts qui sont faits pour aller vers une agriculture vertueuse, on montre souvent l'agriculteur sur son pulvérisateur, et encore une fois, on considère que nos agriculteurs sont des pollueurs. Je peux vous assurer qu'ils font au quotidien des efforts énormes pour être plus performants, pour faire en sorte qu'on puisse diminuer l'utilisation de nos phytos, accompagner la recherche. Ça fait partie aussi d'une des priorités du département, puisqu'on accompagne les centres d'expérimentation, notamment sur deux pépites du département, que sont la cerise de bouche et le raisin de table, puisque que ce soit en cerise de bouche ou en raisin de table, on est sur des filières qui sont les plus importantes en termes de production, et elles sont sur le département de Vaucluse. Pour arriver à accompagner cette réflexion dans ce programme alimentaire territorial, il faut passer par déjà une phase de diagnostic qui a commencé en début d'année, puisque 2 stagiaires ont été recrutés de façon à pouvoir analyser tous les questionnaires qui ont été qui ont été communiqués. Et alors aujourd'hui, on est à 160 ou 170 retours de questionnaires qui nous permettront justement de voir un petit peu comment est le monde agricole et les filières qui sont en demande justement de ces productions. Un diagnostic également social se décompose de plusieurs parties. Il faut qu'on puisse définir et savoir où sont en priorité les poches de précarité alimentaire. On sait qu'on en a beaucoup, mais lesquelles prioriser, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas aller dans toutes les directions au départ et qu'on aura besoin de soutien et de solidarité. Il faut aussi qu'on puisse dresser un état des lieux, des structures qui vont pouvoir nous aider justement à faire en sorte que ces produits soient ventilés, soient utilisés et les mieux utilisés possible, parce qu'il y a toute une organisation à mettre en place. On doit aussi identifier les besoins. Quelles sont les priorités justement de ces publics qui sont les publics précaires et nécessiteux. Et enfin, on a aussi la volonté, bien entendu, d'aider les jeunes. Alors, on a, en termes de compétences, nous, l'obligation de s'occuper de nos plus jeunes au niveau des collèges, mais on a aussi identifié un public jeune, ne serait-ce que les étudiants qui ont parfois de grandes difficultés à pouvoir déjà payer leurs études, mais en plus à des grandes difficultés à se nourrir correctement. Et il serait quand même dommage que dans un département comme le nôtre, on n'arrive pas à faire en sorte que nos jeunes puissent profiter de ces magnifiques produits qui sont à leur porte et dont ils peuvent disposer. Alors, en termes de diagnostic, puisque ce diagnostic est en train d'être analysé, il faut aussi qu'on quantifie, et ça, on a... C'est pas mathématique, vous savez, le monde agricole, vous le connaissez aussi bien que moi, il dépend d'une problématique météorologique. En fonction des années, en fonction des cycles du temps, on peut avoir des périodes où on aura plus de casse, plus de produits qui seront dévalorisés, mais pourtant qu'on pourra utiliser en termes de consommation. Donc, quantifier déjà les pertes de récolte. Alors, ça peut être le gel, ça peut être la grêle, ça peut être d'autres aléas. Il faut qu'on identifie aussi les filières qui seront les plus adaptées justement pour cette organisation. Il faut aussi qu'on ait une faisabilité économique et qu'on n'ait pas à l'esprit d'avoir une possibilité et de faire germer cette certitude que demain, on va pouvoir accompagner ce public précaire si après, et par malheur, on n'arrive pas
à les accompagner, donc on les décevrait. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on aille au bout de cette faisabilité d'un modèle économique et surtout un modèle économique social et solidaire. Et ensuite, il faut qu'on arrive à comprendre et à faire passer le message de cette possibilité au niveau des agriculteurs d'utiliser le don. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des dons qui se font, pas forcément dans un esprit de défiscalisation. En tout cas, il y a le monde agricole et les paysans en particulier sont des gens généreux et plus qu'on ne le pense. Donc voilà, il y a cette philosophie aussi à développer, à pouvoir promouvoir. Alors, une enquête a été lancée par le biais des réseaux agricoles, que ce soit la fédération des exploitants, que ce soit avec la Chambre d'agriculture, différentes coopératives, avec des dispositifs et des structures qui ont pignon sur eux au niveau des marchés du soir, notamment le dispositif bien devenu à la ferme que tout le monde connaît. Et donc, aujourd'hui, voilà, tous ces retours vont être analysés par le département. On a eu, à l'occasion de cette problématique sanitaire, des initiatives qui ont vu le jour, qui ont été lancées, parce qu'il fallait bien innover. Elles ont été lancées par différentes structures. Le département a permis, et par solidarité, justement, de pouvoir, au travers de la banque alimentaire, et en achetant des paniers, toutes les semaines à nos producteurs, pouvoir les aider, pouvoir les rassurer, pouvoir faire en sorte de leur laisser imaginer et surtout de savoir que le département, en termes de solidarité, était auprès d'eux, derrière eux. Et toutes les semaines, depuis le confinement, c'est-à-dire depuis le mois de mars, le département a financé à hauteur de 5 000 € par semaine des paniers qui ont été achetés directement chez les producteurs et qui ont été mis à disposition de la banque alimentaire. Donc on a des partenariats aussi institutionnels, hein, je vous en parlais à l'instant, avec la fédération, avec la Chambre d'agriculture, avec la caisse primaire d'assurance maladie. On a aussi des initiatives qui se sont développées avec la CAF, avec la MSA, qui sont aussi sensibles et qui avaient également pas des obligations, mais en tout cas un message à faire passer de solidarité et de soutien. On a bien sûr aussi les filières coopératives agricoles. On a aussi des structures comment dirais-je, plus institutionnelles comme le parc du Luberon et le parc du Ventoux qui est en train de se mettre doucement en place et qui vont bien sûr être des supports de communication et de soutien utiles. On avait aussi, à l'occasion de cette problématique sanitaire, fait appel et on s'était aussi un petit peu appuyé sur des structures qui existent déjà, notamment le secours catholique, et qui travaille déjà lui aussi sur la problématique alimentaire étudiante. Le département a participé avec d'autres collègues et d'autres structures au don agricole qui a été réalisé tout dernièrement à Château-Renard sur le Mine, avec des collègues qui ont également participé au niveau de la Fédération départementale syndicale exploitant agricole du 13 et l'association Solal. Mais là, dans quelques minutes, une collègue va en parler. Donc, on a aussi, mais là, je pense que j'ai un peu anticipé ce que je voulais vous dire. On a mis à disposition, je vous en parlais, ces paniers qu'on a appelés des paniers solidaires avec une communication phare qui s'appelait Consommer le Vaucluse. Parce qu'encore une fois, quand on a la chance d'avoir autant de variétés, autant de filières dynamiques, autant de savoir, avec des terroirs qui sont aussi généreux et aussi productifs, on a vraiment voulu identifier ces paniers solidaires comme étant des paniers ici du département de Vaucluse, et la communication était axée sur consommer le Vaucluse. Et je pense que ça, on a pu satisfaire beaucoup de monde au travers de cette aide ponctuelle, encore une fois, qui a été attribuée à la banque alimentaire. On soutiendra, bien entendu, on continuera à soutenir le monde agricole par des achats qui vont continuer de voir le jour, et on ne va pas se contenter de profiter de la problématique sanitaire. Quand on a lancé le PAT à l'automne 2019, on n'avait pas connaissance ni conscience de cette problématique, et voilà, on avait un petit peu anticipé, mais alors aujourd'hui, on ne peut plus relâcher cet effort qui est un effort qui est indispensable pour justement ce public précaire et en difficulté.
On va également être moteur avec, et peut-être initiateur d'un regroupement, en tout cas d'une réflexion qui est engagée ou qui va se poursuivre avec la caisse de la mutualité sociale agricole de Vaucluse et la CAF de Vaucluse, parce qu'eux aussi ont pris l'initiative de distribuer des colis alimentaires à l'occasion de cette problématique sanitaire. Et il faut que, peut-être, au lieu de se disperser tous les trois, on soit peut-être plus présent et qu'on travaille peut-être d'une façon plus rapprochée, en tout cas, par rapport à nos publics en difficulté. Ces paniers solidaires, donc consommés à la Vaucluse, ils seront bien entendu distribués auprès des publics jeunes au travers de la mission locale, qui est un soutien incontournable et sur lequel on compte bien entendu s'appuyer. Je vous en parlais au tout début, maîtriser sa consommation de façon à pouvoir avoir cette éducation pour apprendre justement ces gens en situation difficile de faire en sorte qu'on puisse cuisiner les produits que nous avons sur le terroir de façon à avoir une nourriture qui soit équilibrée, qui soit une nourriture de saison. Si on peut éviter d'acheter des produits importés, ce sera encore mieux. Mais en tout cas, quand on a la chance de pouvoir acheter des produits locaux et surtout quand on peut et quand on sait les cuisiner, c'est quand même une chance et ça nous permet certainement, en tout cas, ces analyses qui sont faites dans le cadre de cette réflexion, ça permettra à beaucoup de ménages de pouvoir maîtriser leur budget et surtout de manger d'une façon qui est plus saine qu'à l'heure aujourd'hui. Donc le département continuera de soutenir le monde agricole au travers de ce dispositif, au travers de plein d'autres dispositifs qui sont initiés depuis quelques années. Et par rapport justement à cette volonté du département de s'inscrire et de souscrire un programme alimentaire territorial dans le cadre d'un projet social et éducatif, le département a été identifié comme tête au réseau sur le sujet de la précarité alimentaire au niveau de la région. Donc c'est une reconnaissance pour le département et pour les services qui ont vraiment su mener à bien ce projet. Moi, je tenais à les féliciter. Et puis, au niveau, encore une fois, de cette stratégie et de par son implication, je pense que d'autres départements, d'autres structures pourront peut-être s'appuyer un peu sur cette expertise, sur cette initiative qui a été portée par le département. En tout cas, alors, on espère que cette crise sanitaire qui a été un déclencheur peut-être d'une réflexion qu'on n'aurait pas forcément imaginé immédiatement. En tout cas, on espère qu'on en tirera quelque chose de positif demain et que l'habitude qu'ont pris certains de nos administrés, de nos concitoyens, en achetant des produits locaux, en ayant... C'est vrai, c'était une contrainte de ne pouvoir aller se ravitailler dans certains lieux. On s'est aperçu que les circuits courts, les drives fermiers avaient pris de l'importance, même s'il y a eu un déclin une fois que le déconfinement a été prononcé. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience et le fait qu'on sente que nos agriculteurs sont toujours là à nos côtés pour nous nourrir est quand même quelque chose de primordial. Et nous, en termes de collectivité, on se doit de les accompagner. Voilà en tout cas ce qu'on souhaite faire sur le département de Vaucluse, ne serait-ce que par rapport à ce programme alimentaire territorial. Mais en tout cas, voilà, on est assez fiers de l'avoir initié et on est convaincus qu'on va y arriver. Merci Christian. On voit que quand on a un élu impliqué, on peut faire que du travail derrière. Et maintenant, donc, en fait, cette conférence est destinée effectivement à tous nos partenaires, à toutes les personnes qui s'intéressent aux projets alimentaires territoriaux avec cet aspect vocation sociale. Et donc, 3 temps dans la conférence. Un premier temps, donc Pauline Ricard, qui est la chef du projet au département, pour lancer ce projet alimentaire territorial qui va présenter un peu dans le détail notre démarche. Et puis, Christian Mounier l'a rappelé, un projet alimentaire territorial, c'est beaucoup de partenariats. Et donc, même si on est en phase à peine de diagnostic, on souhaitait présenter deux actions innovantes sur les 2 aspects qu'a évoqué Christian Mounier. D'un côté, donc, il y a la chef d'exploitation du lycée agricole Louis Giraud
qui va présenter les cueillettes libres dans son lycée. Donc c'est sur la valorisation des produits agricoles. Et à côté de moi, il y a aussi Marie-Paul Chauvet qui va, pour l'association Solal, donc qui va évoquer la filière dons agricole et comment ça se passe dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône et plus largement dans la région. Voilà, donc maintenant je voulais évoquer qu'on avait une stratégie agricole sur le département, mais Christian Mounier l'a largement évoqué. Donc, on va peut-être passer directement à la présentation de la démarche PAT telle qu'on l'a mise en œuvre pour l'instant dans le département. Merci Lionel. Donc, je vais présenter un petit peu où on en est du projet alimentaire territorial. Donc, on est d'abord parti, donc ça c'était début 2019, sur 2 constats. Alors déjà un taux de pauvreté, M. Mounier l'a dit, qui est le plus élevé de la région Sud-PACA, avec un taux à 19,5% en 2020. On a aussi 22 quartiers prioritaires sur le département, ce qui en fait quand même un des départements les plus pauvres de France, comme l'a rappelé M. Mounier. Donc, on part de ce constat, mais on émet donc l'hypothèse qu'il y a des habitants en situation de précarité alimentaire qui sont confrontés à une alimentation insuffisante en quantité et en qualité. De l'autre côté, on a une agriculture vauclusienne diversifiée, riche et de qualité. Et donc là, l'hypothèse, c'est que peut-être des agriculteurs ne valorisent pas toujours toute leur production. Donc, par ce biais-là, la volonté du département, de par son rôle de chef de file de l'action sociale, a voulu dédier donc sa réflexion autour de l'accès à l'alimentation saine et de qualité pour le public en grande difficulté. C'est aussi le travail. Il faut aussi poursuivre le travail effectué dans les restaurants collectifs de notre département avec le projet AgriLocal 84 qui met donc en relation les agriculteurs avec les cantines scolaires. Donc, un projet alimentaire territorial, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil stratégique des collectivités pour favoriser l'émergence d'actions alimentation durable adaptées à la problématique sociale et éducative pour notre PAT. Donc, M. Mounier l'a dit, en 2019, le département a voté l'élaboration d'un projet alimentaire territorial à vocation sociale et éducative. Alors, le PAT, c'est d'abord un projet partenarial, vous l'avez bien dit. Donc, on aimerait rassembler tous les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation et aussi le secteur social pour travailler sur des émergences d'idées et d'actions. Alors, plusieurs grandes étapes à un projet alimentaire territorial. Alors, d'abord, impulser la démarche, identifier et fédérer des acteurs. Donc, ça, c'est des actions qui ont déjà été réalisées. Construire une stratégie d'action, là on en est en plein dedans puisqu'on finit les diagnostics, dont je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure, et co-construire le projet alimentaire territorial. Donc là, c'est vraiment là où on a besoin de tout le monde pour co-construire les actions qui seront la feuille de route de notre projet alimentaire territorial. Dernière étape, c'est accompagner le changement, c'est-à-dire mettre en œuvre ce projet alimentaire territorial, suivre et évaluer l'action et ajuster, adapter et pérenniser quand les actions ont bien marché. Les ambitions de notre PAT Vaucluse, donc c'est bien de co-construire une véritable politique alimentaire départementale avec les acteurs de l'alimentation, de l'agriculture et du secteur social, avec pour ambition donc de résorber les inégalités face à l'alimentation, lutter contre la précarité alimentaire, lutter contre les pertes des denrées alimentaires consommables, reterritorialiser l'alimentation et replacer les agriculteurs vauclusiens au sein du système nourricier, et enfin éduquer la génération de demain à consommer une alimentation saine, durable et de bonne qualité en cohérence avec la spécificité des produits agricoles locaux. Alors les partenaires, on les a déjà évoqués, mais je vais les rappeler. Donc la Chambre d'agriculture, la MSA, la CPAM, la FDSEA, la Banque alimentaire, la Coopération Sud, le Grand Avignon qui a aussi un PAT, ainsi que le Parc du Leberon et le Parc du Ventoux qui est en train de travailler sur son propre PAT. L'association Solal, qui va nous être présentée par Marie-Paul Chauvet tout à l'heure, l'association Résolis et plus récemment le Secours catholique. Alors, le calendrier prévisionnel du PAT, donc les premières actions ont déjà été faites, c'est-à-dire repérer les partenaires qui vont nous aider. La première phase de diagnostic est en cours. Ensuite, il y aura bien sûr la phase de concertation où on va monter les actions. Et enfin, la phase de vote et de réalisation des projets.
Alors, M. Mounet l'a dit tout à l'heure, on avait, pour élaborer notre projet alimentaire territorial, répondu à un appel à projet du Programme national de l'alimentation. Donc, on a été lauréat en juillet 2020 et donc notre projet est soutenu et accompagné par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère des Solidarités et de la Santé et l'ADEME. Alors, je vais aller un peu plus en détail dans la phase de diagnostic. Donc, il y a eu 2 diagnostics en fait, qui ont été travaillés sur le département. Donc, les stagiaires sont arrivés en mars 2020 avec quelques complications liées à la crise du Covid, malheureusement. Donc, le premier stage, c'est Camille Aucrouz qui l'a mené, qui est un étudiant à Paris-Sorbonne en master politique sociale. Donc, il a travaillé sur un état des lieux de l'aide alimentaire dans le Vaucluse, donc pour savoir un petit peu où se situaient les structures d'aide alimentaire et comment elles s'organisaient. Il a travaillé aussi sur la construction d'une cartographie de l'accès à l'alimentation et des poches de précarité alimentaire en Vaucluse, avec un indice de précarité alimentaire qui a été initié par Dominique Paturel, qui est chercheuse à l'INRA. Une identification des besoins des publics en situation de précarité, avec notamment l'identification des freins à une alimentation saine et de qualité pour ces publics, qu'ils soient urbains ou ruraux, puisqu'on pense que ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques quand on habite dans un département, dans une ville urbaine plutôt que dans un espace rural. Et enfin, un focus sur le public étudiant. Donc ça, c'est une étude qui a été menée, on vous l'a dit, avec le Secours catholique, qui a fait une étude auprès des étudiants de l'Université d'Avignon. Donc ce diagnostic-là, il est terminé. On est en train d'analyser les derniers résultats et donc vous serez bientôt invités à en prendre connaissance. Sur le deuxième diagnostic, donc sur la partie plutôt agricole, donc ça c'est un stage qui a été fait par Clémentine Rebaud, qui est en dernière année d'école d'ingénieur à l'INSAIA de Nancy. Donc pour elle, son cahier des charges, c'était identifier des filières agricoles qui pourraient faire l'objet de dons agricoles ou de ventes dans une démarche d'économie sociale et solidaire au profit de l'aide alimentaire, mais aussi identifier les stratégies des coopératives et des agriculteurs face à des produits invendus non valorisés et leur connaissance du réseau d'aide alimentaire vauclusien. Et enfin, créer un recueil d'initiatives avec une cartographie des acteurs du territoire sur la thématique de la lutte contre la précarité alimentaire. Donc vous avez sûrement été destinataire, en tout cas je l'espère, de l'enquête du département de Vaucluse. Donc comment on a fait pour travailler sur cette enquête ? On a d'abord pré-identifié des produits agricoles intéressants pour l'aide alimentaire et ses bénéficiaires pour définir justement les filières qui étaient intéressantes à enquêter. On a ensuite construit un échantillon sur la base du RGA 2010, alors où on a découpé par grand type de spécialisation le nombre d'agriculteurs qu'il nous fallait. Donc il nous fallait 232 réponses pour avoir un échantillon très représentatif. Donc 2 enquêtes ont été menées, une auprès des coopératives et des grossistes et une autre directement auprès des agriculteurs. Donc la diffusion de l'enquête, on s'est appuyé sur le réseau et les partenaires du département. Donc diffusion par la Chambre d'agriculture, la FDSEA, la Confédération paysanne, les JA, je ne vais pas tout vous citer. La MSA et la FDSEA en tout donc, a envoyé 900 mails pour la FDSEA et plus de 1041 pour la MSA. Donc c'est une enquête qui a quand même touché beaucoup d'agriculteurs vauclusiens. Il y a aussi eu un travail mené sur les mines, où on s'est déplacé donc, pour enquêter directement les agriculteurs et sur les marchés de producteurs. Donc ça s'est passé tout cet été. Au niveau du contenu du questionnaire à destination des agriculteurs, donc on avait posé 3 grands types de questions. Donc d'abord la typologie de l'exploitation agricole, ensuite des réflexions potentielles menées en cas de perte, alors une approche sur la valorisation. Qu'est-ce que les agriculteurs font quand ils ont des pertes? Est-ce qu'ils les jettent? Est-ce qu'ils les donnent? On a fait aussi un focus particulier sur les actions de dons et les actions de glanage. On a essayé aussi d'identifier les freins à la valorisation en alimentation humaine. Donc ça, c'était vraiment le cœur de l'enquête. Et ensuite, on avait un dernier item sur les retours sur l'exploitation avec la tendance des pertes, la quantification de la nature des pertes sur le global de la production, ce qui a été assez compliqué,
Et enfin, une identification de l'exploitation qui n'était pas obligatoire. Donc, si vous avez bien voulu nous laisser votre nom et votre numéro de téléphone pour éventuellement participer au projet alimentaire territorial. Alors, les premiers résultats de cette enquête, donc 164 retours ont été rendus, donc 117 réponses en ligne et 47 sur les marchés de producteurs et sur le mine. 4 coopératives nous ont répondu, ainsi que 12 grossistes. Donc finalement, l'échantillon a été assez représentatif de l'agriculture vauclusienne, malgré le ciblage difficile. 82% des exploitants ayant répondu ont indiqué travailler sur des produits sous label ou sous certification. Et enfin, on a une représentation assez importante des agriculteurs biologiques, puisque 30% des répondants sont en agriculture biologique. Alors, ce travail-là est toujours à l'analyse. La stagiaire finit en fin de semaine. Et donc, pareil, comme le stage social, on vous fera un retour dès que possible, dès qu'on aura les résultats analysés. Dans le stage de Clémentine, il y avait aussi un travail de recensement des initiatives. Donc, ça a été fait. On a essayé d'identifier les associations qui travaillaient autant sur le champ agricole que sur le champ du social. Donc, avec, par exemple, des associations qui ont été trouvées, comme, par exemple, au Maquis ou l'association Le Village qui organise des glanages solidaires. Donc ça s'est fait avec le partenariat de Résolis, qui est une association nationale qui lutte contre la précarité alimentaire et qui nous a aidés sur la méthodologie pour constituer des fiches projets. Alors, la phase 2 de notre projet alimentaire territorial, c'est celle qui va arriver très vite, je l'espère. Donc, cette phase de concertation, une fois qu'on a regardé tous les diagnostics, qu'on a pu en sortir des problématiques, on va faire des groupes de travail de ces problématiques, des groupes de travail thématiques, où les personnes intéressées pourront échanger et trouver des solutions. Alors, lors de ces groupes de travail, il va y avoir sûrement des projets qui seront initiés, des projets partenariaux qui feront l'objet de fiches actions, et c'est donc l'ensemble de ces fiches actions qui constituera la feuille de route de notre projet alimentaire territorial. Donc, alors, la crise du Covid, malheureusement, nous a aidés finalement sur ce projet alimentaire territorial, puisqu'il y a un plan de relance qui est en cours. Vous en avez dû en entendre parler, donc le plan de relance post-Covid, où plus de 1,2 milliard d'euros vont être fléchés sur l'investissement pour l'agriculture, dont 80 millions pour les projets alimentaires territoriaux. Donc, on va pouvoir se servir de cette enveloppe pour venir financer les projets qui seront inventés dans nos groupes de travail. L'État met aussi 30 millions sur des paniers solidaires, donc ça pourra aussi nous aider dans notre projet de panier solidaire à destination du public jeune. Il y a aussi, en plus de ce plan de relance agricole, un plan de relance cohésion sociale où il y aura aussi des crédits fléchés sur des actions de lutte contre la pauvreté. Enfin, on est dans une phase de reprogrammation du FEADER, et donc on aura aussi peut-être des mesures qui nous permettront de financer ces projets. Alors, c'est là où on vous attend, c'est lors de la concertation qu'on va chercher des contributeurs du projet alimentaire territorial. Donc, si ce projet vous intéresse, que vous souhaitez apporter votre vision et peut-être des idées ou être à l'initiative de projets qui remplissent les objectifs de notre PAT, n'hésitez pas à participer à ces groupes de travail. Comment ? C'est simple, en indiquant vos contacts à l'adresse suivante. Donc, c'est enviro-habitat-agri@vaucluse.fr. Et donc, nous vous ferons parvenir la liste des groupes de travail dès qu'ils seront définis et les modalités d'inscription. Le timing, c'est courant premier semestre 2021 si la crise du Covid ne nous embête pas trop. Alors, quel intérêt pour les agriculteurs de participer à ce projet alimentaire territorial ? Le premier, c'est peut-être de valoriser les productions qui sont d'habitude délaissées, non vendues, et apporter un complément de rémunération par deux façons, soit par une rémunération par le biais d'une filière sociale et solidaire, soit par la compensation avec une réduction d'impôt, comme va nous l'expliquer Marie-Paule Chauvet. C'est aussi de mettre en œuvre des pratiques innovantes au sein de mon exploitation. Et là, c'est Isabelle Pellegrin qui va nous présenter son projet de cueillette libre qui pourrait être mis en œuvre sur les différentes exploitations vauclusiennes.
C'est aussi être acteur de la reterritorialisation de l'alimentation et participer à des actions de solidarité afin de valoriser l'image de la profession agricole auprès du grand public. Et enfin, c'est participer à la réduction du gaspillage agricole. Donc n'hésitez pas, on vous attend. On répond à toutes vos questions sur le stand virtuel du département de Vaucluse tout au long de Medagri Online, donc avec l'adresse mail où vous pouvez cliquer directement, ou alors par mail. Je vous redonne l'adresse mail, c'est enviro-habitat-agri@vaucluse.fr. Merci à tous. Merci Pauline. Donc voilà, hein, on voit bien que c'est un processus lourd qui a été lancé. Et en fait, la conférence, c'était pour qu'on touche des agriculteurs. C'est difficile de parler des pertes, c'est difficile de parler que des fois on a des invendus, mais en même temps, c'est important de le faire et de le mettre sur la table pour que derrière on trouve des solutions, parce que des solutions existent. D'ailleurs, quand on gère une exploitation agricole dans un lycée, il faut chercher aussi à écouler sa production. Et donc maintenant, je vais céder la parole à Isabelle Pellegrin qui va nous parler de sa solution qu'elle a trouvée qui s'appelle Cueillette Libre. Oui, la cueillette libre. Donc nous avons... Oui, ce sera peut-être mieux. Non, c'était la précédente. C'est pas grave. J'aurais du mal. Donc, développer l'animation dans les territoires, c'est une des 5 missions de l'enseignement agricole. Donc, j'ai la chance de gérer une exploitation agricole de 40 hectares au pied du Ventoux. Et sur cette exploitation, donc, nous avons de nombreux apprenants, mais nous avons également des personnes, des habitants du comtat venessin qui sont en demande et qui ont des besoins, qui nous les expriment. Et donc l'idée, au travers de ce que j'ai pu entendre lors de ces échanges, c'était de partager notre métier d'agriculteur, d'agricultrice, en créant un événement intergénérationnel. Car en effet, lors de ces cueillettes libres, nous accueillons des tout petits, même en poussette, jusqu'à des personnes d'un certain âge qui viennent partager ces moments avec nous. Alors, un des premiers objectifs, c'était bien sûr de valoriser ces fruits non normalisés par les circuits de commercialisation, puisqu'il faut savoir que de nombreux fruits, soit parce qu'ils ne sont pas assez gros, soit parce qu'ils n'ont pas la couleur, soit parce qu'ils ne sont pas très jolis, qu'on appelle donc, comme le disait M. Mounier, gueule cassée. Ces fruits ne peuvent pas être vendus et mis dans les circuits de commercialisation classiques. Ensuite, c'était aussi mener des actions de sensibilisation autour de ces fruits gueule cassée. Rien de tel qu'un fruit abîmé que l'on va faire découvrir à des plus jeunes, des plus anciens, qui vont s'apercevoir que finalement ce fruit a vraiment toutes les qualités organoleptiques que peut-être le beau fruit tout luisant ne va pas fournir. Inciter aussi les consommateurs à consommer local et de saison, parce que manger de la cerise à Noël, ça paraît tout simplement absurde. Mais malheureusement, on entend trop souvent des enfants dire « Ah, mais la cerise, c'est maintenant, c'est pas au moment du Père Noël. » Non. Donc voilà, il y a aussi toute cette éducation. Il y a aussi expliquer et transmettre nos savoir-faire. Rien de tel que le métier que nous exerçons d'agriculteur, d'agricultrice, c'est un beau métier. Et malheureusement, souvent, ce métier est entaché par de la mauvaise publicité et puis ce mot de pollueur. Et ensuite, c'est être aussi acteur solidaire de son territoire. Et nous verrons par la suite, au travers des partenaires qui nous accompagnent, nous sommes là aussi pour accompagner les projets qui sont mis en place dans notre département. Et un projet alimentaire territorial est un projet... nous nous inscrivons tout à fait dans ce type de projet. Ensuite,
Pardon. À chaque saison, sa cueillette libre. Donc, l'exploitation est ouverte en fonction de la saison et en fonction des fruits que nous avons à des publics de tout âge, de toute catégorie sociale. Chacun vient chercher ce dont il a besoin. Donc certains, c'est du réconfort, puisque c'est un moment de partage. D'autres, ce sont des fruits parce qu'ils ont l'opportunité de pouvoir cueillir eux-mêmes le fruit, former leurs petits-enfants ou leurs enfants, leur expliquer. Donc il y a de la pédagogie. Et aussi donc pouvoir conserver ces fruits tout au long de l'hiver et les consommer au fur et à mesure des besoins. C'est aussi pour l'exploitant un revenu supplémentaire. Alors, revenu supplémentaire parce qu'en effet, ces fruits vont rester sur le végétal, mais c'est aussi un revenu supplémentaire parce que de nombreux agriculteurs ont des produits transformés qu'ils élaborent bien sûr à partir de leurs produits non vendus. Et ça permet de faire découvrir aussi des produits qui vont accompagner tout au long de l'année les plats que l'on va pouvoir cuisiner au quotidien. C'est aussi développer des ventes en circuit court et faire connaître, nous, pour notre établissement, la boutique Louis Giraud, qui est une boutique de producteurs qui réunit actuellement une quarantaine de producteurs et artisans locaux, tous s'inscrivant dans cette démarche de circuit court et de projet alimentaire territorial. Et puis pour nous, en tant qu'agriculteurs, c'est aussi nettoyer les arbres, le débarrasser de fruits qui pourraient être conservateurs de parasites que l'on retrouverait au printemps. Alors, tout ne se fait pas aussi facilement, mais à partir du moment que des règles d'accès aux parcelles sont énoncées, le public, quel qu'il soit, va respecter ces règles parce qu'il prend conscience que les fruits que nous leur proposons ne sont pas obtenus comme ça par le bon vouloir du Saint-Esprit. Donc déjà, dans un premier temps, c'est les lieux de cueillette. L'idéal, c'est de les flécher le matin même pour éviter que dans l'après-midi ou dans la soirée, des personnes aillent se servir sans respecter forcément les consignes qui sont données. Nous partons du principe qu'une obligation de s'inscrire à l'arrivée. Pourquoi ? Parce que ça permet, quand c'est la fin de la cueillette, d'être sûr de n'oublier personne dans les parcelles. Ensuite, c'est aussi le respect des arbres et des vignes. Le respect du travail des salariés qui œuvrent tout au long de l'année à l'obtention de belles récoltes, comme on peut le voir là sur les photos avec les pommes, les cerises et les raisins. C'est aussi le respect des lieux. On peut venir goûter sous un arbre tout en venant cueillir des fruits, mais on ramasse ces déchets et on les emmène chez soi et ensuite on les met dans les containers respectifs. C'est aussi des horaires de cueillette, sinon c'est ouvert à tout le monde. Et puis parfois, les publics que nous rencontrons n'ont pas forcément conscience que nous intervenons sur les parcelles et qu'il faut attendre l'autorisation d'y accéder de façon à pouvoir respecter le travail mis en œuvre et surtout ne pas se mettre en danger. Ensuite, nous partons du principe que le cueilleur arrive avec ses contenants de son choix. Et ensuite, c'est aussi un prix de vente qui reste à la portée de toutes les catégories socio-professionnelles. Nos partenaires sont nombreux, les moyens de communication sont nombreux aussi et permettent d'accueillir des personnes qui viennent du département, mais aussi, nous avons pu cette année, à l'occasion des cueillettes libres de cerises, rencontrer des personnes venant de Marseille, donc beaucoup des Bouches-du-Rhône, un peu de la Drôme et quelques-unes du Gard. Donc ça nous a fait plaisir. On a même eu un retour d'une amie qui est en Allemagne, qui l'a vu sur Facebook et qui nous a appelé pour nous dire que c'était vraiment extraordinaire de pouvoir mettre en place ce type d'animation sur le territoire. Alors, c'est aussi, ces cueillettes libres, c'est aussi être à l'écoute des besoins du territoire et répondre à notre niveau, nous, d'établissement public, au plan national, enseigner à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie. Ce plan nous demande au niveau local de renforcer et de développer les partenariats que nous pouvons déjà avoir mais qui ne sont pas forcément clairement identifiés. Et c'est aussi montrer
aux apprenants que nous avons au quotidien que sur le territoire, ils peuvent être des acteurs directs, quel que soit le métier qu'ils envisagent. Donc c'est important de pouvoir les former très tôt pour que justement par la suite, on puisse avoir ces jeunes, cette future génération dans les acteurs du quotidien. Les évolutions et les perspectives, l'idée c'est d'orienter les cueillettes libres vers des publics en situation de précarité. C'est aussi s'inscrire dans un projet alimentaire territorial et être acteur de ce PAT sur son territoire, parce que c'est bien beau de s'inscrire. Oui, oui, je m'inscris là, je vais ici, mais si derrière, on n'accompagne pas nos élus dans cette dynamique-là, un projet, il est vivant s'il y a du monde. Tout seul, on n'y arrive pas. C'est aussi réduire le gaspillage alimentaire, c'est mettre en place des partenariats avec des associations à vocation sociale et solidaire. À 2 reprises, depuis 2019, nous avons pu faire des dons auprès des Restos du Cœur de Carpentras, quelque chose que nous souhaitons reconduire par la suite, et puis avec d'autres associations, pourquoi pas. Et c'est être aussi acteur du tourisme économie solidaire. Alors je vous invite à participer à 2 cueillettes libres qui auront lieu le 21 et le 28 octobre. C'est un mercredi matin où nous ouvrons les vergers dans le cadre du festival Ventoux Saveurs. Nous ouvrons donc ces vergers de 8h30 à midi. Toutes les personnes intéressées peuvent nous contacter par SMS au 06 71 92 89 15, mais également sur le site de Louis Giraud boutique.fr. Voilà, je vous remercie. Merci Isabelle. On voit bien que là, donc, il y a une valorisation, puisqu'il y a un prix de vente qui était, par exemple, sur le raisin, c'était 2 €, je crois. Oui. 2 €, le prix moyen en magasin. En magasin, nous, en vente directe, on est autour de 2,80 €. Après, direct, oui. Donc c'était à 4 € ou 5 € sur des étals commerciaux. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un lien sur ce qu'on peut appeler, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, une filière sociale. On est même repassé derrière ce qui restait, les grappillons qui restaient, sur du raisin centennial, sans pépins. Et ça a fait 130 kilos pour les Restos du Cœur de Carpentras. Donc ça me fait faire une transition pour aller parler du don. Parce que là, on l'a fait, on a ramassé, on a donné. Mais il y a des producteurs qui donnent déjà avec l'association Solal. Donc Marie-Paul Chauvet va nous parler de Solal et du don agricole. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi-même, je suis agricultrice sur le département des Bouches-du-Rhône. Je n'osais le dire, mais bon, nul n'est parfait. Donc je travaille depuis de nombreuses années au sein d'organisations professionnelles agricoles. Et j'essaie de mettre en valeur le métier d'agricultrice et d'agriculteur. Je travaille donc, comme cela a déjà été dit, sur le gros dossier du projet alimentaire territorial. Et je préside un groupe qui travaille donc sur l'accessibilité de tous et toutes à une alimentation de qualité. C'est justement avec ce travail dans ce groupe que nous sommes rendus compte qu'il y avait vraiment une fracture alimentaire qui était importante, car on voit bien que de nombreuses personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Au niveau national, c'est 14% de la population. Sur le département du Vaucluse, c'est un peu plus, cela a été dit. Sur le département des Bouches-du-Rhône également, nous avons des communes qui sont très pauvres. Et donc, nous avons également remarqué que si on incite les personnes à consommer des fruits et des légumes, malheureusement, en France, il n'y a que 6,5% de la population qui mange plus 5 fruits et légumes, pas plus, c'est déjà beau, 5 fruits et légumes par jour. Et puis, on a également tout le problème, on s'en est vraiment rendu compte, des familles monoparentales. C'est 36% des familles monoparentales qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, on s'est dit que si on voulait que la population ait accès à une alimentation de qualité et surtout une alimentation de bonne qualité nutritionnelle, avec des fruits et des légumes, avec des produits frais, il fallait qu'on fasse preuve d'imagination, qu'on innove et qu'on arrive à créer, à mettre en place des initiatives solidaires, alimentaires solidaires,
Et c'est comme cela qu'on a pensé à Solal. Moi-même, bon, j'en avais déjà entendu parler, bien entendu, mais bon, tout ça me paraissait peu concret, je dois dire. Donc, on s'est renseigné sur Solal. Bon, moi-même, c'est vrai que je suis quand même impardonnable puisque je suis élue à la FDSEA des Bouches-du-Rhône et que Solal a été initié, il faut le dire, par la FNSEA. Donc, c'est une antenne de la FNSEA, mais qui fonctionne de façon autonome. Et surtout, ça a été créé par un de ses anciens présidents, que j'ai bien connu, Jean-Michel Métayer, et qui répétait souvent, je l'ai entendu souvent le dire lors de congrès de la FNSEA, il ne supportait pas qu'en France, un pays dit développé, il y ait autant de personnes qui ne mangent pas correctement, qui ne mangent pas à leur faim, qui sautent un repas, et surtout qui n'ait pas une alimentation de bonne qualité nutritionnelle. Il voulait également lutter contre le gaspillage. Donc, quand on parle de gaspillage, ce ne sont pas, je le précise bien, ce ne sont pas les agriculteurs qui détruisent leurs produits par gaieté de cœur, bien entendu. Donc, nous, on parle plutôt d'invendus, en fait. Et plutôt que de jeter des invendus, donc autant essayer d'en faire profiter ceux qui en ont le plus besoin. Alors, les invendus, ça peut être dû à la météo, une mauvaise météo. Donc, il a fait trop beau, on a une surproduction ou alors des ruptures de contrats. Malheureusement, cela arrive fréquemment avec les grandes surfaces, des embargos, comme cela s'est passé avec la Russie, donc, où il y a eu des quantités de pommes qui auraient dû partir en Russie, donc qui sont restées sur les bras des agriculteurs. Bon, tout cela, il fallait le valoriser. Et c'est bien pour cela que Solal a été créé. Alors, Solal aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? Je précise, c'est vrai que jusque-là, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais il y a quand même le sol de solidarité. Donc, c'est la solidarité des producteurs agricoles et des filières de l'agroalimentaire. Donc, quand nous avons fait ce constat que Solal pouvait être une initiative très intéressante, on a contacté la FDSA du 84. On a vu qu'eux, déjà, avaient commencé à travailler avec Solal. Et c'est pour cela qu'on a entamé ce travail en commun. Donc voilà, il faut le dire, en partenariat, Bouches-du-Rhône, Vaucluse. Et nous sommes en train là de mettre en place une antenne Solal. Bon, tout d'abord sur le Pays d'Arles, que je préside, c'est pour cela que je suis ici. Cette antenne qui a vocation à essaimer sur tout le département des Bouches-du-Rhône, un travail également sur le Vaucluse, et puis ce qu'on aimerait surtout avoir un Solal régional, donc pour la région sud. Puisque Solal au niveau national, justement, veulent essayer de travailler beaucoup plus localement. Il y a des antennes déjà qui ont été créées au niveau régional. On a un Solal Hauts-de-France, un Solal Pays de la Loire, un qui est en construction, c'est l'Occitanie, et puis des Solal locales comme le nôtre, donc le Solal pour la région sud. Alors maintenant, quel est le fonctionnement de Solal? Comment cela se passe? Donc c'est l'agriculteur qui a des invendus, comme je l'ai dit, qui va contacter Solal. Il explique qu'est-ce qu'il veut donner, donc la variété de ses produits, le tonnage. Solal contacte, donc fait le point avec lui demande comment ces produits pourront être collectés, si c'est son exploitation ou s'il peut les livrer. Bon, c'est vrai que c'est plus pratique quand que les associations caritatives peuvent venir les récupérer sur l'exploitation. Et Solal contacte donc les associations caritatives du don alimentaire qui sont habilitées, je le précise, c'est très sérieux, il ne s'agit pas de donner à des personnes après sans tout savoir qu'est-ce qu'elles vont en faire. Et donc, les associations collectent ces dons, ces produits, et les redistribuent, bien entendu, aux personnes qui en ont besoin. Ensuite, il y a toute la partie administrative qui est faite par Solal, et cela est très important, donc on en a déjà parlé, Pauline en a parlé. Nous, ce que nous voulons, c'est vraiment communiquer auprès des agriculteurs, leur dire que, bon, c'est bien gentil de donner, mais certains nous disent, on l'a vu lors de la journée du don national alimentaire, certains nous ont dit qu'ils ne produisaient pas pour donner, qu'il fallait
être raisonnable. Bon, donc il faut vraiment communiquer auprès d'eux. On parle bien d'invendus. Après, il peut y avoir des achats, comme vous l'avez dit, M. Mounier, avec les paniers solidaires. Là, c'est différent. Et donc, lorsqu'ils donnent, ils peuvent, Sola leur fait une attestation, un reçu avec le prix du produit. Et bien entendu, cela est considéré comme un don. Ensuite, ils peuvent, dans leur déclaration d'impôt, ça leur permettra de faire une défiscalisation et ils ont droit à un crédit d'impôt. Donc, cela peut être très intéressant. Donc, voilà tout le travail que fait Solal. Tout cela est gratuit. Et pour mieux communiquer, justement, eh bien, nous organisons des journées du don agricole. Il y a eu, j'en parle parce que c'est très récent, donc c'est vrai que c'est une belle expérience. C'était la journée nationale du don agricole qui a eu lieu le 29 septembre. Celle-ci a eu lieu sur la mine de Château-Renard. Et cette année, nous avons voulu innover. Donc, bien entendu, cela a été fait en partenariat avec le Vaucluse, je le précise, c'était à Château-Renard, mais à Château-Renard, il y a également des producteurs des départements environnants. Et puis, on en a fait une autre à Marseille, sur le mine des Arnavaux à Marseille. Et je parle de ceci parce que nous avons réussi à collecter sur ces 2 journées 14 tonnes de produits frais. Donc, c'est vrai que nous avions quelques craintes, parce que, bon, je le précise, avec la crise, les agriculteurs aussi ont eu des problèmes. Tout d'abord, avec le confinement, eh bien, ils ont perdu des marchés, donc ça a été compliqué. Et puis ensuite, il y a eu un manque de main-d'œuvre. Des plantations n'ont pas pu se faire et il est vrai qu'actuellement, nous avons des petites récoltes. D'autant plus que pour la pomme, la récolte est très petite. Ce n'est pas dû du tout à la crise sanitaire, mais il y a une très petite récolte. Et c'était un produit qui se donnait facilement. Donc, nous avons commencé à faire ces journées de don agricole il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'était 8 tonnes de récoltées. L'année dernière, 12 tonnes. Et cette année, malgré la crise, 14 tonnes. Bon, bien entendu, c'est symbolique. Certaines associations nous ont dit que ce n'était pas en 2 jours qu'ils allaient pouvoir combler leurs besoins. Donc, on les a rassurés. C'est pour cela que nous voulons travailler encore plus, être beaucoup plus réactifs et créer d'autres événements tout au long de l'année pour pouvoir récolter encore plus de fruits et de légumes. Alors, j'ai parlé de la crise. Donc, les chiffres que j'ai donnés là au niveau des familles monoparentales, 36% qui sont en dessous du seuil de pauvreté, tout cela, c'était avant la crise. Maintenant, tout cela s'est accentué. Bon, il est vrai qu'on avait une population qui était en situation précaire, surtout nous, sur le Vaucluse, sur les Bouches-du-Rhône, sur Arles, Avignon. Cela n'a fait que s'accentuer et on trouve de nouveaux publics, malheureusement, comme M. Mounier l'a dit, des jeunes, beaucoup de jeunes et beaucoup d'étudiants qui faisaient des petits travaux dans l'été. Bon, je le vois, certains m'en ont parlé, ils travaillaient au Festival d'Avignon, qui n'a pas eu lieu, qui a été arrêté. Et de ce fait, ils se trouvent en grande précarité. Il y a également toutes les familles monoparentales qui sont de plus en plus en situation précaire. Et puis également des personnes qui avaient des contrats précaires, qui ne touchent pas le chômage et qui sont obligées de réduire leur alimentation. Et beaucoup nous disent qu'ils sautent un repas. Donc, je pense que tout le travail que nous faisons est vraiment très utile et nous devons de plus en plus voir comment mieux travailler, comment mieux communiquer auprès des agriculteurs. Et également, ce qu'on compte faire également, c'est recenser toutes les associations sur le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, les rencontrer pour travailler en plus grande cohérence avec elles, pour être plus efficaces et pour surtout qu'elles ne soient pas débordées comme le sont actuellement. Car il faut savoir que là, au niveau national, la demande auprès des associations caritatives a augmenté depuis la crise sanitaire de 40%. Mais sur la région sud, j'ai discuté moi avec des responsables des associations, cela a augmenté de 50%. Donc les associations sont vraiment débordées et manquent de produits. Alors avec Solal, c'est quand même, on peut donner quelques chiffres. Au niveau national,
Ça représente la collecte 98% de produits frais. Depuis 2013, où a été créé Solal, c'est 19 000 tonnes de produits récoltés. Donc c'est vraiment très important. Ça représente l'équivalent de 38 millions de repas et au bénéfice de 8 millions de personnes démunies. Il faut bien le redire que Solal, c'est la seule association donc, qui fait ce lien entre le monde agricole et les associations caritatives. Donc voilà, je pense que j'ai essayé de vous expliquer ce qu'était Solal et puis surtout de vous inciter bien, à être encore plus réactifs et qu'on puisse travailler tous en cohérence et en partenariat. Merci Marie-Paul. Effectivement, on voit que le chantier est très gros et immense. Donc à la fois sur le don et sur l'organisation du don et sur les filières sociales et solidaires. Donc on vous invite vraiment à venir nous poser des questions sur notre stand virtuel pendant le salon Medagri et on espère que cette petite conférence vous a donné envie de venir participer à la concertation qui sera lancée pendant l'hiver par le département pour le PAT à vocation sociale et éducative. Juste avant de terminer, Marie-Paul n'a pas donné les contacts pour Solal si jamais ça intéresse des agriculteurs. Donc, ils sont affichés là sur la présentation. Donc, sur le Vaucluse, il faut joindre Maryse Arnoux, qui est la référente Solal à la FDSEA 84. Donc, 04 90 34 32 51 et son mail maryse.arnoux@fdsea84.fr. Et on en profite aussi pour nos agriculteurs du département des Bouches-du-Rhône. Donc, c'est vous, Marie-Paul, qui êtes la référente. Et là, c'est Relais Solal Sud, donc 06 73 66 56 97. Et l'adresse mail chauvet-durand@orange.fr. Voilà, merci.